Je n'ai pas d'âge encore, ou si peu. Je parcours l'univers dans mon Yupala à roulettes. La mer et l'azur crépitent à l'unisson. Des bras me portent vers ce bleu natal. Après le ventre maternel, après les eaux premières, les eaux marines, baignade, flux, reflux, Bretagne, Éden. J'aime bien le train, j'aime les paysages, j'aime cette espèce de rêverie sans thème. Tu te laisses glisser, c'est très bien d'ailleurs de devenir totalement aphasique, aphone et illettré devant la beauté des choses. Je me sens bien, tu vois, quand je regarde cette magnifique campagne bretonne qui prélude à l'océan. Lorsque je suis à Paris, je suis en état d'exil. Je l'ai toujours été. Même si finalement, enfant, j'ai passé beaucoup plus de temps à Paris que je n'en ai passé en Bretagne, dans ma mémoire, c'est exactement l'inverse. J'ai finalement assez peu de souvenirs parisiens. Ma mère décomptait les jours. On n'était pas plus tôt rentré à Paris que ma mère commençait à dire il ne reste plus que 300 jours avant que l'on reparte. Et là, elle s'écriait, c'était comme un cri de joie, à la berre, à la berre, la berre, la berre île d'Ut, c'était le village de l'enfance, c'était le paradis. Il y avait une tribu qui vivait éparpillée toute l'année, puis qui se retrouvait sur le quai de la gare du Maine, mais où la tribu presque au complet de la diaspora occupait tout un wagon. Et alors mon père c'était particulier. Mon père c'était l'artiste célèbre quand j'étais petit, donc lui il considérait qu'il avait suffisamment travaillé dans sa vie pour s'offrir un billet de première classe. On allait lui rendre visite en première classe. Mais pas trop non plus, parce qu'il était en train de rêver devant les paysages, ou bien il avait un bouquin à terminer, où il nous disait « Je travaille, petit vieux ». Il m'est arrivé de le rejoindre au wagon-restaurant avec ma mère, où lui était en train de déjeuner avec mon frère aîné. Et bon, moi j'avais droit à rien, mais mon frère aîné, quelquefois, m'avait gardé un fond de Very Good à l'orange. Personnellement, je préférais le pchi de citron. Il m'est arrivé exceptionnellement de pouvoir boire un pchi de citron, jamais au wagon-restaurant, mais à la ville. Et au wagon-restaurant, ce fond de Very Good à l'orange, alors là, avec le train qui avançait, toutes les sensations ferroviaires, de croisière en train, ce fond de Very Good, c'est pour moi la sensation de gourmandise la plus exquise que j'ai jamais éprouvée. Aucun caviar n'a jamais réussi à égaler cette sensation. Aucune côte de bœuf, je dirais, c'est ce que j'ai eu de meilleur à déglutir dans toute ma vie. Mesdames, Messieurs, notre train arrive en gare de Brest. Assurez-vous de ne rien oublier. Ma tante Denise, qui n'est pas sans ressembler à ma mère, avec ma cousine qui porte un cabic. Je reconnais tous ces baraquements du Brest non reconstruits. Ah, les bicyclettes, c'était le temps des bicyclettes aussi.
Et là, c'est l'arrivée, donc les gens nous... Voilà, tous les petits Bretons là, qui voient arriver les Bretons de Paris avec une certaine méfiance. En même temps, ce sont leurs copains, on se retrouve, on se réapprivoise chaque année. Mais il y a un peu de méfiance parce qu'ils savent qu'on vient de Paris et nous-mêmes on débarquait avec un petit sentiment de supériorité, de vanité parisienne, ce qui était évidemment grotesquissime. Il y avait un temps d'observation mais qui s'arrêtait très vite, hein, puisque les grandes vacances duraient 3 mois dans ces années-là. 3 mois et quelquefois un tout petit peu plus, parce que moi je comptais les jours, donc ça faisait 97 voire 100 jours. Au bout de 100 jours, on fait partie du décor, on fait partie de la vie quotidienne de tous. On était tous des labérois, hein, occupés aux mêmes tâches, aux mêmes bêtises, aux mêmes loisirs. Là voilà, mon frère Hervé, avec ma cousine Dominique. Non, c'est ma sœur, Anne Kefelec. Voilà mon frère Tanguy, très très beau bébé. Là voilà, on me reconnaît mes oreilles décollées, que j'ai recollées régulièrement, avec toutes sortes de cols d'ailleurs, déçu à chaque fois, et surtout me mettant les oreilles en sang. Et mon cousin est côté. Je ne veux surtout pas lui laisser la place sur le cochon pendu. Vous avez vu le beau gosse que j'étais, avec d'immenses voiles sur les côtés, prêt à partir vent arrière. Ah, cette grève, c'était Alice au pays, c'était le pays des merveilles. Tu descendais à la grève et tu ne t'ennuyais jamais une seconde. Tu n'arrêtais pas de trouver des trucs, de rencontrer des gens, de suivre comme ça. Moi, je me mettais à bavarder avec une espèce de vieille bonne femme, là, avec sa demi-cuillère à soupe, en train de chercher la palourde. Puis je partais avec elle des heures entières. Et ma grand-mère devait surveiller ça, la jumelle, et ne s'inquiétait pas tant que j'étais en vue. On était gardés finalement par les gens du coin qui descendaient, qui étaient à la grève tous. Toute cette grève, c'était la prolongation de ce jardin qui n'est pas très grand, mais c'était notre jardin amphibie, à la fois découvert lorsque la marée s'en allait et puis un jardin de pleine mer lorsque la mer revenait. Et on passait un temps fou à regarder ce plan d'eau, à le voir s'élever, redescendre avec la marée, à regarder les évolutions des bateaux, notamment les évolutions des gabarres que je connaissais par cœur, que je reconnaissais non seulement au coup d'œil, mais au bruit du moteur. Et à cette époque, c'était vraiment les travailleurs de la mer, hein, ceux pour qui la mer était à la fois un élément nourricier et un élément relativement hostile. Hein. Le premier mort que j'ai vu dans toute ma vie, je l'ai vu allongé sur la cale de la mer quand j'étais tout gamin, très très petit, je ne sais pas quel âge j'avais, je ne sais pas, 5 ans, 6 ans maximum. Et c'était précisément c'était un goémonier. Je rôdais sans cesse autour des gabarres amarrés, les plus grands bateaux que j'ai jamais vus. Il pleuvait, je me réfugiais sous la voûte arrière où leur nom s'inscrivait en majesté. Le soir, je grimpais à bord.
Comme elle sentait bon, comme il était doux et frais le bois mouillé du pont sous mes pieds nus. Au gabbard, j'étais attaché comme on peut l'être à de grands animaux silencieux, qui font un peu peur. Un romancier, c'est d'abord quelqu'un qui manifeste une présence sensorielle à travers une histoire plus large et plus puissante sur les contradictions humaines. Il n'y a pas de doute, hein, c'est ma mère d'ailleurs qui m'a enseigné ça. C'est elle qui, je crois, a été mon meilleur professeur de roman lorsque j'étais môme, et qu'elle me disait, pour une rédaction, adresse-toi uniquement à tes 5 sens. On doit trouver ce que tu vois, ce que tu sens, ce que tu touches, etc., etc. Et encore aujourd'hui, j'ai à cœur, je le fais assez naturellement maintenant, mais j'ai à cœur, quand je me relis, de ne pas omettre effectivement d'avoir montré la présence des odeurs, des parfums. Tout ça est déterminant pour le contact avec le lecteur. Ma mère a renoncé à sa vocation d'écrivain parce qu'elle s'est consacrée au travail de mon père, un écrivain qui avait du succès en son temps. Mais vraiment, j'aurais aimé lire des romans de ma mère, parce qu'elle avait un contact avec les choses de la vie, avec les réalités comme ça, un peu décalées de l'existence. Ça aurait été une novelliste, à mon avis, de très grand niveau. Elle a d'ailleurs publié de magnifiques nouvelles, mais elle était folle amoureuse de son mari, en admiration devant lui. Donc elle a renoncé à sa vocation. Quand j'arrive, la famille est bien ronde, c'est un cercle familial déjà bien constitué. Il y a 2 enfants, un fils, une fille, c'est parfait. Ma mère est contente comme ça, lui il est content avec son fils aîné. J'arrive un peu comme un trouble fait dans cette famille. Il me le dit immédiatement. Je vois bien qu'il n'y a aucune photo de moi sur les murs de l'appartement. Mon frère aîné, il y a des photos absolument partout. C'est normal, c'était son premier-né, ça doit être absolument merveilleux. Mais ce n'est pas une raison, si vous voulez, pour faire sentir au cadet qu'il est finalement moins désiré que le premier. Et mon père très tôt me dit que je me suis trompé de famille. Donc le mieux est que je la ramène pas trop. Manque de peau, je n'aime qu'une chose, moi, c'est la ramener. Et pourquoi si j'aime autant la ramener, c'est parce que j'ai besoin d'attirer sur moi l'attention d'un homme qui ne fait aucunement attention à moi. Et j'ai l'impression que c'est en faisant du bruit, en me manifestant par des questions tout à fait ridicules et hors de mise, que peut-être il va finir par s'intéresser à moi et par laisser son magnifique regard bleu descendre jusqu'au mien. Sur mes cahiers en loques, j'écris des rimailleries en alexandrin, des nouvelles, des phrases de marbre et de son. Le jour où je lus à maman Fleur du péché, mon premier sonnet, nous en pleurâmes tous les 2. Baudelaire aussi, on le comprend. Papa ne daigna s'intéresser à mes œuvres que sous la contrainte et dans l'effroi panique de peiner ma douce maman. Il s'enferma dans son bureau et ressortit presque aussitôt. « C'est toi l'auteur de ces torchons ?» Je sentis mon cœur se racornir d'humiliation. « Tu exagères, dit maman. C'est magnifique. » Il ignora la phrase. N'ayant plus une seconde à perdre, il fit une allusion méprisante à mon dernier bulletin scolaire et déchira la dactylographie en 4 morceaux. On arrivait en bateau de pêche. C'était toujours une grande marée, c'était mon père comme ça qui avait besoin d'aller
capturer des crevettes au Havenot. Là. C'était un pêcheur à la crevette très passionné. Moi, je n'aimais pas trop la pêche au Havenot, donc j'allais avec la femme du pêcheur retourner les galets. Ça m'amusait beaucoup. Puis on pique-niquait un peu tout le temps là, dans les galets. On était tout le temps en train de s'arrêter, de faire des tartines, du pâté énaf et manger des prères avec de la moutarde. Qu'est-ce qui est drôle. Ça va, papa? T'as des crevettes, là? Si. Ah, c'est de la petite, hein. C'est du tout petit bouquet. C'est de la rose, quand même. À mon époque, c'était une île de relégation pour un seul bagnard qui habitait sur cette île, qui était une île prison pour lui, il n'avait pas le droit d'en sortir. Et ce bagnard était s'habiller avec les anciens vestons de mon grand-père, parce qu'on avait une sorte de pitié chrétienne à l'égard de cet homme qui ne vivait pratiquement de rien sur Quéménès. Donc mon grand-père, chaque fois qu'on venait ici, déposait un baluchon de vêtements que Francis Couëlan, dès que nous avions quitté l'île, prenait pour lui. Quelquefois, il se montrait, rarement, parce que c'était une sorte d'animal sauvage, donc il se planque. Mais comme il attrapait, il braconnait les lapins, il avait besoin de vendre ses lapins, et de manière un peu, comme ça, un peu angoissante, il surgissait au détour d'un chemin en brandissant un lapin ensanglanté, et là, il fallait lui acheter tout de suite son lapin. Je veux dire qu'on lui achetait, on n'osait même pas d'ailleurs lui refuser son lapin. Et moi, c'était assez curieux le spectacle de cet homme en train de nous fourguer ce lapin dégoulinant de sang. Et je voyais en même temps ce veston qui portait le grade de commandeur de la Légion d'honneur de mon grand-père, et de voir cet ancien forçat habillé de manière aussi honorable sur son île de Quéménès. C'est totalement romanesque, mais la mémoire est un trésor, un vivier dont le romancier ne peut pas se passer. Et au bout d'un moment, l'écrivain fait attention, il dit si je me souviens de ça avec autant de régularité, c'est que peut-être je pourrais en faire usage. Et il faut essayer de greffer une première phrase là-dessus. La greffe prend ou ne prend pas d'ailleurs. J'ai comme ça un réservoir d'histoires merveilleuses. Quand je me les raconte, je me dis mais comment se fait-il que je n'arrive pas à les faire passer dans l'écriture? C'est tellement beau. Ben, ça ne marche pas. L'écriture à la main, c'est un travail manuel. Il faut que ça devienne intégré par le corps, comme le mouvement d'un sport, comme le geste d'un tennisman. Moi, je peux écrire 2-3 heures d'affilée, en me levant de temps en temps pour aller rêvasser à la fenêtre. Et quelquefois pas, d'ailleurs, quand vraiment je suis absorbé par les scènes. Mais après, je suis un peu fou. Parce qu'en fait, écrire, ça consiste à croire et à faire croire à des choses qui sont de l'ordre de l'invention et de la fiction. Et pour arriver à le croire et à y faire croire, il faut arriver à lester comme ça ces mots qui sont les mots les plus ordinaires, d'une énergie qu'ils n'ont pas lorsqu'on les utilise à froid. Quand ça ne marche pas, c'est angoissant. On se dit mais pourquoi ça ne marche pas? Peut-être que ça ne marchera jamais plus. Et peut-être que maintenant, je suis arrivé au point où ça ne reviendra plus. Voilà, c'est fini. L'écriture, c'est terminé. Mais comme j'ai déjà vécu des dizaines, voire des centaines de fois cette sensation, j'ai encore la naïveté de me dire aujourd'hui, bon, je vais attendre, je
je vais aller faire un tour, je vais aller vivre un petit peu, je vais me débarrasser de cette obsession de l'écriture. Et puis, comme j'adore ça, eh bien, il y a un moment où ces petites bestioles qu'on appelle les mots voudront bien à nouveau cheminer sur la page à mon commandement. J'ai commencé à godiller, je ne sais même pas qui m'a appris à me godiller, comment ça s'est passé. Je suis né à la godille, moi. D'ailleurs, quand j'étais tout gamin, j'aimais, on me laissait dormir dessus dans le port de la mer Île-d'Ut. Alors je me gelais, c'était horrible, il faisait horriblement froid au petit matin, et je hissais l'ancre et je partais à la godille. J'avais 7-8 ans. Une fois, j'étais parti en direction des îles qui me semblaient extrêmement proches. J'avais le sentiment que on me disait que c'était loin. Je disais non, c'est pas vrai, ce n'est pas loin, c'est là. C'est là, j'y suis. Le temps de godiller, je suis arrivé. Et là, je me suis fait peur parce que le courant m'a emporté. Ce qui est extrêmement impressionnant, parce qu'on avait vraiment là une sensation de pleine mer et finalement de se retrouver sur une coquille de noix, là où vont des cargos, des vrais navires. Enfin, c'est... Tu vois, je te disais que le courant nous amenait à la maison. Qui n'est plus ma maison. Ah, il y a moins de crabes qu'autrefois. Si, il y a des crabes. Il y a même des crevettes. Bon, on appelait yacht un bateau qui avait des béquilles, un mât et des voiles, et surtout un voilier habitable, c'était un yacht. Mon oncle André avait 2 yachts qui étaient hélas en ruine dans la rivière de la mer Île-d'Ut, devant chez lui. Là. Et petit à petit, moi, je regrais lentement, progressivement, un peu comme un futur évadé s'organise avant de se faire la belle. Discrètement, je mettais à bord de ce bateau, à la chinoise, tout ce dont il avait besoin pour prendre la mer dans des conditions que j'estimais, moi, tout à fait sûres. Il avait fière allure quand j'ai hissé les voiles. Je me suis laissé aller avec le courant le long de la rivière et je suis parti au large. Et malheureusement, je me suis aperçu tout de même que j'étais incapable de le manœuvrer correctement et c'est la force publique qui est venue me récupérer avec mon père à l'avant du bateau, en pantalon blanc et en chemise blanche. Et je revois son index comme ça, très autoritaire, pointé sur moi lorsqu'il m'a repéré. Donc ça s'est mal passé. Mais bon, j'étais heureux quand même. J'avais peut-être même pas 12 ans d'ailleurs. J'étais vraiment très gamin quand j'avais fait ça. Le sloop filait avec des froufrous qui me donnaient la chair de poule. Le compas brillait. J'avais l'impression d'explorer une huître géante, l'ouest. Elle se refermait sur moi pour me sauver du péril de grandir. Désormais, je vis seul à bord de ce coursier limpide, environné d'astres couleur de lait, et rien ne peut m'arriver. Cette nuit-là fut une exquise divagation.
Le jour se leva sur des îles et je me crus dans la Caraïbe. Je m'attendais à des crocodiles et des coloquintes, à des lézards géants et tueurs. Ce furent des pingouins qui m'accueillirent, la main sur le cœur, si j'ose dire. Ils bavardaient d'entre eux, désiraient m'adopter. À mon insu, je suis à l'île Rouzik, un sanctuaire de la faune interdit aux migrateurs de race humaine. Une brise tiède me souhaite la bienvenue. J'aime le vent, langage d'un monde auquel on a coupé la langue. Repartir d'ici ? Jamais. C'était important que tout soit écrit sur la même page. Ouais, c'est important, c'est important. Le temps que tu tournes la page, ça peut disperser comme ça une attention qui commence à bien vibrer. Quand ça vibre bien, le moindre geste peut casser la vibration. Tu tousses, c'est fini. Et puis, il y a des mots qui ont besoin de rester entre eux. Faut pas les séparer. Donc tu te débrouilles pour trouver de la surface et pour créer des petits signes qui constituent des renvois pour le moment où tu te relis. Faut pas te traîner d'ailleurs, parce qu'après, en effet, c'est sûr que c'est de l'ordre de la jungle. Hein. Mais c'est assez agréable, d'ailleurs, ensuite, ce moment où dans cette jungle, tu retrouves ta route et tu vas à la pêche au trésor. Trésor pour toi. Arrête le pic, Yann, descends un peu le pic. Ouais, il faut rester à plat. Ah, il est bon là. Pastac ? Non ? Non, c'est bon là. C'est impeccable. Là. Oh la vache, le pied. J'ai toujours voulu habiter sur un bateau, vivre sur un bateau. Et je me sens pleinement moi-même et en équilibre lorsque je fais corps avec un bateau et que ça se balance sous mes pieds. Quand ça se balance sous mes pieds, ça arrête de se balancer dans ma tête. Je suis beaucoup plus équilibré. Donc je voulais partir en mer et devenir un écrivain sur l'eau. Parce que j'avais une autre passion, j'avais la mer, la page bleue et la page blanche. Hein, c'était les deux. Donc je voulais combiner les deux en vivant sur un bateau qui serait aussi mon bureau, ma table de travail. Et c'était très clair dans mon esprit. Je me disais que j'enverrais aux éditeurs mes manuscrits du bout du monde et ils me retourneraient dans des sacs postaux, comme ça très particuliers, qui sentiraient bon. On dit que l'argent n'a pas d'odeur. Voilà, des liasses de billets de banque en monnaie locale, un peu graisseuse, etc. Et ce serait ma vie. Donc je me suis fabriqué un Galapagos 50 avec mon jeune frère, Tanguy. Un bateau de 15 mètres. 15 mètres, 15-16 mètres. Je voulais le rentabiliser au début parce qu'avant de recevoir les sacs remplis de billets de banque de la part des éditeurs, déjà il fallait écrire les bouquins. Et ensuite, eh bien, il fallait que le bateau soit en état de marcher et de faire son tour du monde.
Donc j'ai fait du charter pendant quelques années, mais j'étais tellement impressionné, pas impressionné, mais envahi par le ciel, par l'océan. C'est d'une telle force que tu as du mal à prendre au sérieux tes petits démons. Ce que j'écrivais était trop imprégné de la présence de la mer. Force 4. Un soir de mai 77, j'arrivais du golfe de Gascogne en panne de moteur et la tempête, le coup de vent m'a amené à ce port de Le Palais, à Belle-Île-en-Mer. Je suis arrivé sous Foxol, dans ce port, et je me suis glissé en force entre les bateaux qui étaient amarrés avec mon monument d'acier à voile. Donc j'ai éborgné un certain nombre de navires pour occuper à peu près cette place-là devant l'échelle. J'ai gravi cette échelle, j'étais avec mon copain Claudius, un Cévenol, surnommé l'illustre inconnu, parce qu'il aurait mérité d'être illustre et il ne voulait pas l'être, et il l'est quand même. Et là, quelqu'un me tape sur l'épaule, je me retourne et j'entends la voix inimitable d'une dame, Françoise Verny, qui me dit « Toi, chérie, tu as une gueule d'écrivain ». Et on ne peut pas ne pas imiter Françoise Verny quand on l'évoque, sinon ça n'a aucun sens. Donc je n'étais pas du tout écrivain à ce moment-là, j'étais juste un pauvre gavroche de la mer, barbu, crado, très embêté d'être en panne, fauché comme les blés, en train d'essayer de sauver sa peau et son navire. Donc Françoise est directrice littéraire des éditions Grasset à l'époque. Donc elle m'invite dans son palace au Castel Clara. Et alors on a une conversation à bâton rompu sur la vie. Qu'est-ce qui m'amène à faire le tour du monde? Qu'est-ce que j'aime dans l'existence? Voilà, c'est l'idéal de quelqu'un comme ça, d'un jeune qui part sur la mer. Qu'est-ce qui lui prend de faire ça? Vers 3h30 du matin, elle m'avait dit « Alors, est-ce que au moins tu écris toutes tes conneries ?» Parce qu'elle parlait toujours d'une manière un peu crue. Et femme extrêmement délicate, infiniment raffinée, mais qui avait besoin quand même d'être un peu rude en parole, surtout avec les gens qu'elle ne connaissait pas. On a eu une sorte de coup de foudre réciproque immédiatement. Moi, parce que j'ai tout de suite été charmé par sa manière de m'accoster. Et en plus, sur ce quai Louis Bourdelle, qui était déjà emprunté depuis des années et des années par la famille Kefelec, on venait tous comme ça au bout, on a tous à ce petit phare s'accouder à la rambarde lorsqu'un navire de Belle-Île appareillait pour ramener l'un des nôtres sur le continent. Donc ce quai pour moi était déjà identifié à la mémoire de ma mère, qui était très émue chaque fois qu'un bateau partait, qui disait c'est un peu comme si on quittait quelqu'un pour toujours. Et donc moi j'étais touché de retrouver Françoise Verny à une époque où j'avais perdu ma mère et à un moment où elle me manquait certainement sur ce quai et qui venait très mystérieusement relayer la présence d'une femme qui avait tellement compté pour moi et qui n'était plus là. Et Françoise avait quelque chose de ventral, donc elle avait une relation utérine avec les manuscrits. On sentait si elle tordait son visage dans tous les sens, elle émettait des espèces de grognements, et à partir on savait si le grognement était positif ou négatif. Alors, en sortant, je disais, tiens, parce qu'elle a, ouais, voilà, non, là, c'était plutôt blanc, c'était plutôt un bon grognement, ça, c'était, là, sur tel truc. Et à partir d'un grognement de Françoise, étrangement, on était capable de reprendre, on a l'impression que c'était un détail. Mais un détail, c'est comme dans la nouvelle de Dino Buzzati, la Baliverna. Le détail soutient l'ensemble de l'édifice. On touche au détail, on voit des pans entiers du bouquin qui s'effondrent et qu'il faut reprendre. On s'aperçoit qu'on a assis comme ça toute la suite d'une histoire sur du vent, sur du sable. Et il faut revenir là-dessus. Et d'ailleurs, on le fait très naturellement. Et la fois suivante, 2 mois plus tard, François Verny grogne
comme il faut cette fois-là. Ah ben, je suis très content, chérie, on va aller boire. Il fallait toujours boire, hein, François, pas oublier ça. Il faut boire du lait, après tout. Et vous buviez du lait? Non, on ne peut pas vraiment dire que Françoise était buveuse de lait, non. Pourtant, c'était le lait maternel de la tendresse humaine, Françoise. Sans lâcher sa mère, il gagna titubant la sortie du navire, regarda les flots battre mollement la voûte et se laissa tomber avec elle à la mer. Il dégagea son bras droit pour nager, de l'autre il la tenait bien fort et ses longs cheveux à fleur d'eau lui caressaient la bouche. Nicole pesait à son bras. Ils allaient s'endormir dans le lit du soleil et la vie ne les désignerait plus. « J'ai peur », murmura-t-il en passant les deux bras autour de sa mère. Puis il se laissa couler dans les remous qui menaient droit sur la déferlante. Voilà, je m'interromps un instant car il est peut-être temps de se rendre au restaurant de Rouen. On attend donc la déclaration de François Nourricier. Il y avait encore 7 candidats en lice pour ce concours. Voici les explications de François Nourricier. Le concours 1985 a été attribué au 8e tour de scrutin à Yann Kefelec pour son roman Les Noces barbares par 6 voix contre 4 à Michel Brodeau pour Naissance d'une passion. À la seconde où on est lauréat du prix Goncourt, on n'est plus celui qu'on était une seconde plus tôt et on ne le redeviendra plus jamais. Tout est possible, c'est absolument prodigieux d'ailleurs. On prend la mesure du prestige de la littérature dans ce pays, c'est que tout... Moi je prenais un taxi, je ne payais pas le taxi, j'allais aux États-Unis, je n'avais même pas besoin de passeport. Aujourd'hui ça ne serait plus le cas, ça serait différent. Mais là à cette époque, bon très bien, la police m'isolait dans une petite salle le temps que le consul de France vienne dire « mais libérez-le, voyons, donnez-lui un petit... » etc. C'est le prix Goncourt. Il y a une année complète pendant laquelle tout le monde veut être sur la photo avec le prix Goncourt. Tous les ennemis de la veille, tous ceux qui vous ont flingué dans les journaux, se réveillent éblouis, mais si, qui aime bien châtie bien, avec du tutoiement plein la bouche et du on déjeune ensemble quand tu veux. Bien entendu, c'est vous qui payez. Lorsque vous passez à table, que vous êtes 4, finalement, vous vous retrouvez à 30 et l'addition est immanquablement pour celui qui a obtenu le prix Goncourt, parce qu'on sait que les droits d'auteur n'arrêtent pas de tomber dans tous les coins du globe à ce moment-là. C'est vraiment, pendant un an, le lauréat du Goncourt fait le tour de la comédie humaine. Yann Kefelec, écrivain, journaliste au Nouvel Observateur. Yann Kefelec vient de recevoir à 35 ans le prix Goncourt pour son 2e roman, Les Noces barbares. Qu'est-ce qu'il dit votre père, qui lui a été un écrivain, qui est un écrivain très reconnu? Qu'est-ce qu'il dit que vous ayez le prix Goncourt si jeune? Je pense qu'il est stupéfait naturellement et qu'il se réjouit. C'est vrai que c'est une aubaine pour toute une famille quand ça arrive. On partage ça en gros. Surtout une famille d'écrivains. Bien sûr. C'est la moindre des choses. Je savais bien que mon père avait le sentiment que je braconnais sur ses plates-bandes en étant écrivain. Pour mon premier roman, Le Charme Noir, là j'avais senti que mon père, ça lui déplaisait souverainement. Quant aux Noces barbares, là je sentais bien que c'était silence radio de sa part et nous étions en froid à cause de ces Noces barbares qui faisaient beaucoup parler d'elle avant même que j'obtienne le prix Goncourt. Donc j'ai le prix Goncourt. Je me dis, bon, maintenant il va bien falloir le dire à papa. J'appelle mon père. Et je n'arrive pas à lui dire que j'ai le prix Goncourt. Il ne me demande pas ce que je veux parce qu'il doit s'en douter, mais je sens qu'il laisse volontairement un silence s'installer entre nous, de manière que ce silence, je m'y noie. Et je commence à m'y noyer, je lui dis, écoute papa, voilà, je voulais te prévenir que... Et comme il ne dit rien, ça m'énerve, je lui dis que j'avais acheté un poisson rouge. Mais c'est plus parce que j'ai parfaitement compris qu'il se fichait de moi au bout du fil en se taisant. Et finalement, je lui dis, écoute, voilà la nouvelle, c'est pas ça, voilà la nouvelle. Là, il me dit, je sais, tu viens d'avoir le prix Goncourt, la femme de ménage vient de me l'apprendre.
C'est une manière extrêmement désobligeante, évidemment, de réagir à cette annonce de ma part. Et je suis sorti de cette cabine téléphonique désespéré, conscient finalement que j'avais gâché toutes mes chances de réconciliation avec lui et que cette période de froid allait durer extrêmement longtemps. Je m'étais acheté une Jaguar, je pense dans un esprit de rébellion, parce qu'il détestait les voitures. Moi aussi, d'ailleurs, je les détestais, mais tout en les détestant, j'aimais beaucoup les Jaguars. J'avais pris cette voiture au 2e étage, je crois, d'un garage de l'avenue Garibaldi, Paris 15e. Et puis j'ai une fringale de fruits de mer. Je me dis, où mangerais-je de meilleurs fruits de mer que chez moi, sur la côte du côté de la Berre. Et en arrivant ici, j'ai trouvé ça tellement beau que je suis descendu sur la plage, en Jaguar, et le sol était suffisamment dur à ce moment-là, à cette heure de la marée, et avec, je sais pas, il avait peut-être plu la veille, ça avait bien tassé le sable. Donc vous voyez, le sable est bien dur hein, par là. Donc on pouvait s'avancer tranquillement en voiture, au milieu des mouettes et des crabes, presque au bord de l'eau. C'était trop tentant. Je suis descendu de ma voiture à un moment où j'ai tout de même senti un léger renfoncement des 4 pneus. Ça ne m'avait pas inquiété, parce que je n'étais pas dans un état d'inquiétude à cette époque de ma vie. Et je m'étais dit, bon, au retour, ça ira. Voilà, il y a des gens qui m'aideront. Enfin, je pensais que tout pouvait toujours s'arranger. Je reviens, non seulement rien ne s'était arrangé, mais la voiture avait disparu. C'était une forte marée et ne dépassait plus de ma Jaguar qu'une antenne télescopique, que j'avais beaucoup d'ailleurs en demeurant, sur l'aile droite avant de la voiture. C'était très joli. Elle montait, elle descendait automatiquement. Et j'en apercevais 5 cm qui dépassaient. Et il y avait ces gens qui regardaient ça, qui regardaient l'antenne télescopique. Je pense qu'ils avaient assisté à la noyade de la voiture. Et moi, je me mêlais au badaud, j'écoutais un peu leur conversation. Et jamais je n'aurais osé dire que c'était ma bagnole. Et que je n'avais pas le permis de conduire. Je suis arrivé au salon nautique avec toujours dans l'idée de partir autour du monde. Donc je vois mon bateau tel que je l'avais vu dans les revues et je dis bah voilà, je l'achète. J'avais peur que quelqu'un d'autre l'achète avant moi. Il m'a pris pour un fou furieux. Et non mais je l'achète mais je vous le paye tout de suite. Hein. J'avais perdu toute notion de tout à ce moment-là. J'ai dit bah écoutez, très bien, écoutez, on va faire le contrat. J'ai dit bon, je n'ai pas d'argent sur moi, mais vous allez téléphoner à mon éditeur, Antoine Gallimard, et voilà. J'étais tout de suite, je sais pas, je repars avec le bateau. C'était ce qu'elle a fait. Ils ont téléphoné chez Gallimard, qui s'est engagé à payer le bateau, correspondant à mes souhaits très particuliers, parce que j'avais des souhaits concernant ce bateau. Je détestais leur petite bande bleue à la con, là, leur truc, comme il y en a chez Jeannot, j'avais horreur de ça. Moi, je voulais du rouge Ferrari sur mon bateau, et je voulais qu'ils me mettent sur le tableau arrière du bateau une magnifique fée extrêmement sexy, en noir, peinte en noir, à cheval sur une plume, pour symboliser l'alliance éternelle entre l'imaginaire des écrivains et la muse, et la femme. C'est un exercice assez périlleux de reprendre contact avec soi-même, parce que soi-même, il n'y en a plus. On se dit, finalement, je suis le meilleur. Hein. C'est moi le meilleur. Je suis en tête des ventes en Allemagne, en tête des ventes en Espagne, en tête des ventes en France. Ça fait 2 ans que ça dure. Franchement, je suis quand même très, très, très bon. Mais on regarde le journal, l'Express, chaque semaine, en disant, ben voilà, c'est là, toujours premier des ventes, ben c'est toujours moi. Et quand on passe numéro 2, je me dis, non, il y a une erreur. Ça, c'est pas normal. Ils ont dû se gourer dans le journal. Ça, c'est quand même assez... c'est extrêmement préjudiciable à l'écriture. Parce que chaque fois que l'écrivain écrit une phrase, dans cet esprit-là, il se dit « magnifique, magnifique, je passe à la phrase suivante ». C'est pas que j'ai arrêté de travailler pendant cette période, mais je travaillais déconnecté avec mes vrais démons intérieurs. Tous les jours, je me disais « le Goncourt n'aura pas ma peau ». Et je me mettais au travail de manière studieuse, quelle qu'ait pu être ma nuit blanche de la veille.
et mon degré de migraine éthylique. Donc j'étais au boulot, mais j'étais au boulot de façon flottante, irréelle. J'arrive aux heures étoilées de la nuit et je sens qu'il est temps de revisser mon stylo, de revenir à moi. Qui puis-je si ma mémoire a plus d'affinité avec le roman qu'avec le passé vivant dont elle est issue? Qui puis-je si quand je veux mettre un semblant d'ordre dans un souvenir, sa couleur et son éclat m'échappent? Si le jour de sa naissance devient faux? Si l'imagination doit s'en mêler pour rallumer une lampe qui s'éteignait? C'est lorsque je n'écris pas que je conserve l'image vraie des êtres et des choses qui vieillissaient autour de moi. J'écris souvent. Je dors peu. Je n'aime pas les voir vieillir. Et tu as pêché de crevettes? Oui, oui, j'ai pêché. T'as pris de la grise, là? Oui, et regarde ce que j'ai trouvé. Rien n'a changé, finalement. Ni toi, ni les crevettes. Oh, bah si, quand même, entre 10 ans et 65, que ça. Oh, ouais. Mais le hasard fait bien les choses, ça que je passe. Oui, c'est toujours sur... c'est toujours sur Ouais. sur la cale, en fait. Hein, qu'on se Et on peut s'expliquer. alors. Parce que je trouve que ça fait presque mal, quoi. Quand on lit certaines choses, ça nous tord les boyaux. Oui, mais il faut croire que ça fait du bien, parce que c'est quand même traduit en 35 langues. Alors, tu vas vivre des choses tragiques. Quelle idée d'aller écrire des trucs aussi noirs. Certains, au moins, certains. Non, mais tous. Tous. Et ça va être de plus en plus. Et j'aime de plus en plus la vie en même temps. Ah oui, Tu oui, vois oui. Oui, bien sûr. Ça va ensemble, je trouve, au contraire. On va faire ça, une psychanalyse. Oh non, surtout pas. Ça y est, les bouquins sont là pour... non, ça suffit largement, les livres. Non. Dis donc. En tout cas, tu ne changes pas, hein, c'est formidable. Non, je t'assure que non. Tu vois, c'est encore moins que la dernière fois. Oh. Je suis très élégante pour... Mais oui, bien sûr, tu es élégante. Oui, J'ai jamais vu oui. quelqu'un aller pêcher la crevette Oui, avec un manteau de fourrure. soirée, là. Oui, voilà. Ah oui, alors là, ça, effectivement, j'y suis, là. Là. Voilà, ça, c'est ma place. Mon biquet. Il faut dire aux enfants les sentiments qui nous inspirent et qu'il est délicieux d'éprouver à leur contact. Tu as bon cœur, mon chéri, et tu devrais parler à ton papa. C'est un homme secret, mais tellement bon. Souviens-toi qu'il n'a jamais connu son père. Un mot de ta part lui délierait la langue aussitôt. Un mot suffit pour dire les choses, et peu importe qui fait le premier pas. Tu ne le regretteras pas, mon chéri. Tu m'ôteras un tel poids ce jour-là. Et crois bien que je lui parle à lui comme je te parle à toi. Mon père n'écrivait pas de lettres à son fils cadet. C'était le boulot de ma mère. Parce que moi, je lui demandais d'intercéder auprès de mon père pour qu'il m'aime. Ça va lui dire de m'aimer. En revanche, il m'envoyait ensuite une carte postale, 2 mois plus tard. Ça ne m'était pas adressé, c'était adressé à ma mère, à charge à ma mère de me le remettre. Tu donneras cette carte postale à celui qui se croit négligé. Dire ce qu'il a sur le cœur, c'est précisément ce qu'il ne peut pas dire. Et quand j'ai eu des enfants, je ne me suis pas du tout posé la question de mon père aimant, pas aimant.
je les ai aimés, mais à la manière de Victor Hugo. Chacun en a sa part et tous sont tout entiers. C'est-à-dire, je suis incapable de préférer un enfant à un autre. Hein. Tout ça, c'est de l'ordre du miracle. Et j'ai même énormément de mal, à élever au sens de l'éducation. J'ai du mal à dire non à un enfant. Ça, peut-être, est-ce une influence indirecte de mon père sur ma façon d'agir envers mes enfants, mais je ne m'en rends pas compte, hein, je ne me réfère jamais à lui. Et d'arriver à dire ses sentiments aussi. Ah, mais dire mes sentiments, j'ai aucun problème pour le faire. Mais dire mes sentiments, ils sortent de moi extrêmement naturellement, mes sentiments. Je ne peux pas, je ne suis pas un être renfermé du point de vue sentimental. Je peux être extrêmement silencieux et rêveur et me taire des jours s'il le faut, mais dire mes sentiments. D'ailleurs, je trouve que les sentiments sont là pour être dits.